Bonjour tout le monde, merci d'être ici avec nous. Ça nous fait un très grand plaisir de vous accueillir pour ce colloque. Alors, je suis la modératrice de ce panel, le deuxième panel. Je m'appelle Fanny Tan, je suis chercheure à la chaire Raoul Dandurand. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter le panel qui s'intitule « Analyse et usage opérationnel des données ». Alors, je vais vous présenter tout de suite nos panélistes. On a M. Didier Danet du Centre Géode qui va nous faire une présentation sur l'exploitation des données par l'IA, une nouvelle étape dans l'autonomisation des systèmes d'armes. Point d'interrogation. Donc, M. Didier Danet, vous êtes consultant indépendant, membre du groupe Géode, après une carrière d'enseignant-chercheur en sciences de gestion au sein de l'Académie militaire de Saint-Cyr, Koweït-Kiddan. Vous êtes désormais consultant indépendant sur les questions de conflictualité dans l'espace numérique, en particulier la gestion des crises cyber et informationnelles, et vous êtes membre du groupe Géode, dirigé par Frédéric Douzet. Ensuite, juste à ma droite, j'ai M. Maxime Nguyen de l'Académie militaire de Saint-Cyr, Koweït-Kiddan, qui va nous faire une présentation sur les mathématiques des big data dans la cybersécurité, comment l'IA transforme notre approche des données. Donc, il est professeur agrégé de mathématiques à l'Académie militaire de Saint-Cyr. Vous êtes titulaire d'un doctorat en mathématiques fondamentales de l'Université de Grenoble, spécialisé dans la topologie des surfaces. Vous avez été recruté à l'Académie militaire de Saint-Cyr, Koweït-Kiddan en 2015 pour enseigner les mathématiques appliquées aux futurs officiers de l'armée de terre française. Vous êtes impliqué dans divers concours de recrutement pour les écoles d'ingénieurs et vous êtes particulièrement investi dans les technologies numériques dans le but de partager à grande échelle des ressources pédagogiques. Votre spécialisation dans les mathématiques sous-jacentes aux sciences des données, au machine learning et en particulier au réseau de neurones artificiels vous ont conduit à être recruté en 2020 en tant qu'intervenant pour le master spécialisé conduite des opérations et gestion des crises en cyberdéfense. Et finalement, à distance, on a avec nous Mme Sandrine Turgis de l'Université de Rennes, qui va nous faire une présentation intitulée « Les données des réfugiés et déplacés comme ressources stratégiques ». Donc, Mme Turgis, vous êtes maître de conférence HDR en droit public à l'Université de Rennes et co-directrice du Master 2 Affaires internationales au local. Vous êtes membre de l'IODE et chercheur associé au CREC, de l'Académie militaire de Saint-Cyr, Koweït-Kiddan. Vous vous intéressez particulièrement aux enjeux du numérique et de la cybersécurité pour le droit international et européen des droits de l'homme, ainsi que le droit international des réfugiés à travers des publications individuelles et des projets, y compris pluridisciplinaires, dont vous êtes co-porteur. Vos projets actuels portent sur la guerre hybride et blockchain et privacy. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec notre premier intervenant. Je crois qu'on commence avec Didier Danet, oui? Voilà. Alors, juste un petit mot de remerciement avant de commencer la présentation romandite, parce que, vous l'avez compris, donc je suis maintenant un consultant indépendant, c'est-à-dire qu'en fait, on m'a mis à la retraite. Donc, j'ai plus de structure administrative de rattachement, et c'est l'UQAM et le groupe Géode qui ont accepté de financer ma participation à cette manifestation, donc je les en remercie très, très sincèrement. Voilà, outre la qualité de l'accueil qu'on a pu avoir et la qualité des présentations jusque-là. Alors oui, la présentation, j'ai un petit peu changé le titre parce que je suis comme Saïd, je donne un titre et puis après je me rends compte que c'est pas forcément ce que j'aurais dû donner et qu'il y a peut-être d'autres choses que j'ai envie de dire. Donc, je suis reparti en fait d'une problématique qu'on a dans le groupe de travail qu'on a formé à Koweït-Kiddan, qui est de travailler sur les conflits contemporains en essayant d'évoluer en même temps que les conflits eux-mêmes. Et donc à chaque fois, tous les 5 ans, tous les 10 ans, on est amené à se demander sur quels thèmes on peut éventuellement travailler ou quels sont les thèmes qui nous viennent comme ça, comme des sujets de recherche potentiels. Et donc, à chaque fois, on se demande, mais pourquoi ce sujet-là, à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'il faut vraiment s'en occuper? Ou est-ce que c'est un effet de mode ou un effet de buzz? Et donc, c'est pas la peine d'engager dans la durée des efforts importants. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de données, d'intelligence artificielle? Alors, il y a évidemment plusieurs réponses possibles, hein. Il y a celle qu'on a entendue ce matin de la part de notre collègue de l'école navale, qui est qu'effectivement, ne pas parler de la donnée aujourd'hui et de l'intelligence artificielle, c'est se condamner à passer pour un vieux schnock. Hein, pour quelqu'un de dépassé, voilà, donc par rapport aux jeunes, effectivement, on va... Voilà, bon, le boomer que je suis, et donc le boomer que je suis doit s'intéresser à ces données, aux données et à l'intelligence artificielle, parce que sinon, effectivement, on est un peu déclassé. Bon, mais plus sérieusement,
Je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles on peut être amené aujourd'hui à s'intéresser à ces questions-là. C'est qu'on est face à deux grandes évolutions de nature différente. La première, c'est une évolution technique, qui est ce que j'appellerais, même si le terme n'est pas très bon, la numérisation, qui est une transformation technique qui fait que nous avons des systèmes, effectivement, permettant de traiter, de capter, etc., des informations. Donc il faut voir ce que ça peut vouloir dire pour le monde militaire comme pour le monde civil, bien sûr. Hein. Et donc c'est la première transformation à laquelle on est confronté, c'est celle sur laquelle on a travaillé à Saint-Cyr depuis un certain temps, sur la numérisation du champ de bataille, l'autonomisation des systèmes, etc., etc. Et puis, il y a une autre transformation qui me paraît davantage de nature sociopolitique, qui est ce que j'appelle, là encore le terme pour être discuté, la datafication. Hein, je crois que c'est Amael qui utilise le terme, Kataruza, un de nos collègues. Et la datafication, c'est plus un processus social qui fait que le monde est mis en données. Hein, le monde est mis en données, c'est-à-dire que notre vie quotidienne, notre vie professionnelle, notre vie collective, sociale, est mise en données, peut être aujourd'hui exprimée à travers des données qu'on peut effectivement traiter dans le cadre des systèmes numérisés. Et donc on a cette double transformation du monde qui doit nous interroger parce qu'elle est porteuse non seulement de questions et d'enjeux techniques, mais aussi d'enjeux politiques, économiques, sociaux, etc. On l'a bien vu à travers la première table ronde. Et donc, pour essayer de commencer à travailler et à s'intéresser à ces données, je suis reparti d'une typologie enfin, c'est pas vraiment une typologie, c'est plutôt une description qui est faite par Byron Towe sur les données qui ont été utilisées par les Américains depuis le 11 septembre. Et Byron Towe montre qu'il y a des données très très diverses qui ont été sollicitées dans des cadres très divers eux aussi. Alors j'ai essayé de représenter ça sur un petit schéma. C'est pas du tout de Byron Towe, hein, c'est mon interprétation de ce qu'il a fait et ça pourrait se discuter. Je sais pas s'il serait complètement d'accord avec ça, mais en gros, il me semble que dans ce qu'il raconte, on peut essayer de classer un peu tout ça autour de l'idée de données structurées ou non structurées. Hein, avec l'idée que, dans un premier temps, c'est plus facile de travailler sur des données structurées, mais que la tendance aujourd'hui, c'est à aller vers l'exploitation de données de plus en plus brutes et de moins en moins structurées. Et puis, l'autre axe, ça serait l'axe de l'accès ouvert ou de l'accès fermé, c'est-à-dire qu'on peut accéder à certaines données de manière ouverte. Alors, ça ne veut pas dire forcément gratuit, hein, mais facile, mais de manière ouverte, on peut aller les chercher, on peut les acheter, etc. Et puis, il y a certaines données sont des données, évidemment, auxquelles on accède par des moyens qui ne sont pas des moyens ouverts, légaux, etc., etc. Alors donc, dans ce qu'il décrit, Byron Towe, et j'ai repris les titres de ces chapitres, comme ça, si vous voulez vous y référer, vous pourrez le faire. Il y a une première catégorie de données que les Américains ont essayé d'exploiter après le 11 septembre pour trouver des profils, hein, des profils de gens plus ou moins dangereux. C'est des données commerciales qui avaient été structurées par des grandes organisations de collecte, etc., etc. Donc c'était de l'exploitation ouverte, on achète les données, et déjà structurées puisqu'elles ont été traitées en amont par des spécialistes. Bon, et puis après, ils sont passés à des données qui sont davantage des données générées par les utilisateurs, donc moins structurées, mais auxquelles on peut accéder de manière ouverte quand on les achète à des réseaux sociaux qui les vendent ou qui les agrègent, etc., etc. Après, ils sont passés à ce qu'il appelle aux données que les Américains captent de manière fermée, enfin de manière non légale, à travers des systèmes d'espionnage, en gros, hein, d'espionnage des communications, etc., etc., plus la couche la plus récente qui serait ce qu'on pourrait appeler l'ADINT, hein, toujours en bon français, c'est-à-dire le renseignement fondé sur les données publicitaires. Hein. Donc on peut acheter effectivement des données qui ont été captées par des grands prestataires américains en vue notamment de faire de la publicité ciblée sur un certain nombre de gens, mais on peut aussi s'en servir pour d'autres fins que celle-là. Et puis la dernière catégorie de données qu'il évoque, Byron Towe, c'est ce qu'il appelle les grey data, c'est-à-dire les données qu'on va récupérer sur le champ de bataille, par exemple, parce que l'ennemi a des systèmes qui émettent des données en permanence. Hein, et puis, voilà, et en dehors du champ de bataille, ça serait les informations qui sont produites par des véhicules, etc., qu'on peut capter et qu'on peut exploiter. Voilà. Alors donc, on a là une idée de l'immense variété des données qu'on peut aujourd'hui exploiter, hein, à des fins très 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 diverses, mais que les militaires peuvent exploiter aussi. Et on se rend compte que quand on évoque l'usage des données par les militaires, on a des approches très 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 différentes.
Quand on parle de l'exploitation des données dans les systèmes militaires français, par exemple dans Scorpion, très clairement, ce qu'on vise, c'est les grey data, c'est-à-dire que le système va capter, grâce à des moyens de plus en plus puissants, les données émises par l'ennemi pour pouvoir savoir où il est, etc., et organiser, comme ça a été dit, une boucle très rapide permettant de le repérer, de l'identifier et de le détruire. Ça, c'est la vision un petit peu des militaires français, telle qu'on l'entend à travers leurs déclarations autour du système Scorpion, qui est le système majeur pour l'armée de terre. Quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, c'est beaucoup plus large que ça. Ça a été dit ce matin. En Ukraine, on voit très bien qu'un des changements majeurs de ce conflit-là, c'est l'exploitation des données générées par les utilisateurs. C'est Renaud qui le disait tout à l'heure. Les Ukrainiens peuvent produire des données, par exemple des vidéos de trains circulant en Ukraine, etc., et les envoyer à l'armée ukrainienne qui les exploite, là encore, avec le souci d'aller très très vite. Donc, on utilise beaucoup les données générées par les utilisateurs, en plus des données, évidemment, grey data, qui sont captées par l'armée ukrainienne. Quand on regarde ce que font les Israéliens à Gaza, aujourd'hui, c'est encore plus large, puisque il semblerait, alors évidemment, on n'a pas forcément des informations encore très très précises, mais il semblerait, d'après les sources les plus sérieuses qu'on ait, que les Israéliens utilisent non seulement ces deux types de données-là, mais en plus des données récupérées, par exemple, les données de WhatsApp. Manifestement, les Israéliens ont eu un accès aux données de WhatsApp puisqu'ils considèrent que dans leur système de détection d'ennemis potentiels, le fait d'appartenir à certaines boucles WhatsApp est un critère très important. Donc ça veut dire que là, on est sur de l'exploitation de données encore beaucoup plus large. Alors donc ça voudrait dire que on est face à deux changements qui sont en train de se produire. Le premier qui est un changement technique, je passe parce qu'il me paraît moins important. Le changement technique, c'est qu'il va falloir effectivement, comme l'a dit Saïd, trouver les analystes, trouver les matériels, etc., pour pouvoir exploiter ces données. Et donc je pense que la datafication du monde nous pose un défi en termes d'aptitude à exploiter ces données. La question de la disponibilité a été évoquée, c'est une question fondamentale, mais ça pose aussi une question politique qui est là aussi qui est fondamentale aussi, c'est que la machine ne fonctionne pas toute seule. Il n'y a pas d'autonomie de la machine. Il faut qu'à un moment donné, on décide qu'on va le faire. Il faut décider qu'on va le faire, il faut décider qu'on va le faire ou qu'on ne va pas le faire. Il faut décider quel type de données on va exploiter ou pas. Il faut décider quel type d'algorithme on va mettre en place ou pas. Et il y a donc une responsabilité politique majeure et une responsabilité stratégique. Je pense que quand on parlait d'éthique tout à l'heure, avant même de parler d'éthique, il faut parler de droit. Je pense que les entités politiques et militaires qui vont prendre la décision d'y aller ou pas, avec tel algorithme ou pas, avec telle donnée ou pas, vont engager leurs responsabilités, éventuellement, par rapport au droit humanitaire. Parce qu'il va falloir se poser la question de savoir si la riposte est proportionnée, si on a ciblé des civils, etc. etc. Et donc, je pense qu'il y a une vraie question de responsabilité juridique avant même de l'éthique. Et je pense qu'effectivement, les militaires, ou certains d'entre eux, ne sont pas forcément sensibles à l'éthique, mais quand on leur parle de la Cour pénale internationale, ils commencent effectivement à se poser quelques bonnes questions. Alors ça, c'est donc les défis auxquels on est confronté. Alors, face à ces défis, donc conclusion 1, face à ces défis, moi je pense qu'on va avoir quelques difficultés à surmonter. J'en vois deux. Alors, donc, les limites auxquelles on va être confronté, me semble-t-il, de mon point de vue, il y en a deux. La première, c'est une limite organisationnelle, parce que la datification du monde, c'est un changement nécessaire des organisations, Saïd l'a dit tout à l'heure, et Renaud aussi. Les armées vont devoir se transformer très profondément dans leur structure, dans leurs procédures, dans leur personnel. Donc, il y a un premier défi, et je pense qu'on va avoir quelques problèmes. Et puis le deuxième, c'est les fausses promesses de la datification. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parfois que c'est une sorte de poudre magique, comme le disait un officier israélien, et ça va peut-être pas être aussi évident que ça. Alors le premier, je pense que il y a un bon vieux principe dans les armées qui est le principe de la rigidité bureaucratique. Je ne connais pas d'armée qui ne soit pas des bureaucraties au sens weberien du terme, mais aussi au sens plus habituel du terme. C'est des grosses machines, et ça se comprend d'ailleurs, c'est pas un reproche, mais c'est des grosses machines très lourdes, avec des procédures très structurées, etc. Et c'est ce qui fait la force des armées, c'est évident. Sauf que face à un changement comme ça, il est tout aussi évident qu'on va avoir
par, ça a été dit, des problèmes culturels. Hein, c'est-à-dire que tous les officiers ne sont pas prêts à se datafier. Hein, ils n'ont pas tous les compétences pour le faire. Ils n'ont pas tous l'appétit pour le faire. On va avoir des problèmes de changement des procédures. On va avoir des problèmes de changement des structures, et chaque structure va évidemment chercher à préserver son petit précaré et à ne pas communiquer avec les autres. Hein, on sait très bien comment ça fonctionne. Alors, Saïd a dit que c'était transversal et tout. Moi, voilà, je pense qu'on peut être... c'est très, très optimiste de dire que c'est transversal et que ça va marcher comme ça. On a bien vu pour le cyber comment ça s'est construit en France, et on a la chance de connaître bien l'amiral Coustillère qui a construit le système en France. Et il ne raconte pas un chemin semé de roses quand il explique comment on est parvenu au comme cyber in fine. C'était plutôt une rivalité très, très forte entre administrations qui ne voulaient pas évidemment lâcher la moindre part de leur pouvoir. Hein, donc il y a un premier problème qui est le problème de la rigidité bureaucratique, qui est bien connu. J'insiste pas parce que je pense que le temps a bien passé. Et le deuxième problème, c'est celui du solutionnisme technologique. On est évidemment fasciné par ce que peut faire la technique. Hein, et très très clairement, la technique ne va pas faire toute seule. La technique va nous demander de lui donner des ordres pour savoir ce qu'elle doit faire. Et donc, bien évidemment, en fonction des réponses qu'on va lui faire, ou qu'on pourra lui faire, eh bien, la technique fournira des résultats plus ou moins satisfaisants. Et donc, je pense que tous les résultats ne seront pas satisfaisants, parce qu'on a déjà connu l'idée du brouillard de la guerre qui disparaissait, etc., etc. Et donc, on a déjà des analyses qui ont été faites, notamment par Roberta Wohlstetter sur Pearl Harbor. Et moi, il y a quelque chose qui me paraît évident, enfin, depuis toujours, mais je pense que ça va se reposer, c'est que on a une conception de la donnée comme étant la pépite qu'il va falloir chercher dans un océan ou une mine dans laquelle il faudra trier le bon grain de livret, etc. Ça n'existe pas. La donnée qu'il aurait fallu identifier parce qu'elle nous aura annoncé le 11 septembre, elle n'a jamais existé. Donc, ce n'est pas la peine de la chercher, c'est une illusion rétrospective. Hein. Et donc, Taleb l'explique très très bien dans ses bouquins, c'est une illusion totale. Donc, je pense qu'il y aura un gros problème si on cherche la donnée qui va nous révéler les choses cachées, etc., etc. On va avoir des grosses désillusions. Voilà donc les deux limites qui font que je pense que la datafication du monde n'est pas complètement gagnée. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation d'une vision holistique du rôle de la donnée. C'est intéressant de voir la dimension qui est ancrée dans le social et dans l'organisationnel. Merci d'avoir fait exactement 15 minutes aussi, j'apprécie. C'est un coup de chance. Hein. Donc, on peut enchaîner avec vous, Monsieur Nguyen. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci pour l'invitation. Donc, je travaille à l'école militaire de Saint-Cyr, Couët-Quidan, et je suis très heureux d'avoir été invité pour peut-être essayer de dévoiler un petit peu ce qui se passe derrière la magie et ce qui peut fasciner derrière l'intelligence artificielle et toutes ces techniques qui sont finalement à l'œuvre sur ces grandes quantités de données. Alors, désolé Stéphane, je suis parti sur 4 parties et non pas 3. J'espère que j'aurai le droit de vie à la fin de cette présentation. Un petit préambule sur les données, j'ai eu le même réflexe, c'est-à-dire de revenir à la définition des données, de savoir de quoi il s'agit. Effectivement, ce n'est pas un don, mais plutôt quelque chose que l'on capture. C'est une démarche qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est ancienne, d'aller chercher finalement des quantités qui vont nous aider à décrire le monde. Alors on peut prendre un thermomètre et puis noter la température qu'il fait le jour J, puis ainsi faire de suite le lendemain. Et on peut ensuite, par exemple, tracer une courbe qui va permettre de décrire une certaine évolution. Aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé, c'est la capacité à quantifier dans un système binaire ces données. Et c'est là qu'en fait, on a ouvert une grande porte à l'émergence des quantités astronomiques. Et je dis astronomiques, je pèse mes mots, puisque les données sont stockées dans des data centers qui sont constitués de disques durs et aujourd'hui aussi de disques SSD. Et en fait, ces capacités évoluent de manière exponentielle. On avait la loi de Moore qui nous disait que tous les 2 ans, on allait doubler les capacités de calcul. C'est un peu ce qui se passe aussi pour les capacités de stockage. Et on se retrouve avec des productions qui évoluent de manière exponentielle. Ce que vous voyez ici sur le graphique, ce ne sont pas l'évolution des quantités de données, mais celles qui sont produites par année. Donc vous voyez que chaque année, en fait, les productions évoluent énormément. On est sur des zeta-octets. Alors, je ne connaissais pas cette quantité zeta. Ça correspond à 20 milliards de gros disques durs. Quand je dis gros, on va peut-être parler de plusieurs téraoctets de disques durs. Voilà, c'est ce qui est produit tous les ans. Et j'ai été étonné de voir qu'en fait, tous les ans, on va effacer 98% des données qui sont produites.
Voilà, alors ça c'est ce qui date de 2020, mais on est sur ce type de progression-là. Du coup, la question, c'est que faire de ces grandes quantités de données qui sont produites de plus en plus facilement. On a tous des téléphones, et en fait, les téléphones nous vont aller capturer des données, des informations aussi assez privées. Alors, lorsqu'on parle d'analyse de données, en fait, ça brasse un grand champ de compétences. Et c'est un petit peu ce que tu disais, Didier, tout à l'heure, c'est que finalement... non, c'était pas Didier, c'était Saïd, pardon, qui disait que finalement, qui est expert de tout ça? Peut-être personne, d'où la licorne au milieu, puisque entre les mathématiciens, les data scientists, les scientifiques de l'informatique, les informaticiens, on a le machine learning, et puis ceux qui développent de manière plus traditionnelle les logiciels. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Alors, ce qui me paraissait intéressant, c'est de vous montrer qu'il y a des méthodes et des technologies qui sont assez anciennes, peut-être une centaine d'années. Toutes ces méthodes qu'on utilise aujourd'hui, par exemple pour faire de la compression d'images, l'analyse en composante principale date de 1930. La régression logistique qui nous sert en médecine, en finance, en assurance, date de 1958. Je n'ai pas nommé les réseaux de neurones, mais en fait, on se retrouve avec des méthodes qui sont anciennes. Alors pourquoi on ne les a pas utilisées il y a 100 ans? Tout simplement parce que c'est grâce à la puissance de calcul que ces méthodes ont pu devenir spectaculaires. En fait, les mathématiciens ont travaillé là-dessus il y a une centaine d'années, ils les ont pensées, et aujourd'hui on les utilise telles quelles, elles n'ont pas beaucoup changé, n'ont même pas du tout changé. Ce qui a changé, c'est les capacités à les utiliser et en faire quelque chose de spectaculaire. Alors ce que je voudrais, c'est... reconnaissance vocale, donc ça c'est des applications qui sont très modernes, mais dont l'essence scientifique est relativement ancienne. Pourquoi parle-t-on d'intelligence artificielle? C'est peut-être quelque chose d'assez mouvant, parce que lorsqu'on parle d'intelligence, est-ce qu'un animal est intelligent? En fait, on l'est tous plus ou moins, dès lors qu'on a des capacités exécutives. Et j'ai envie de dire qu'un logiciel est plus ou moins intelligent, ça va dépendre de ses capacités, et ça va aussi dépendre du domaine dans lequel on lui demande d'exécuter des tâches. Et finalement, derrière ces méthodes, je voudrais distinguer comment on va organiser, comment on va classifier ces méthodes, puisqu'on va distinguer la manière dont on va créer ces méthodes, et notamment le fait qu'il y a une notion d'apprentissage. On a beaucoup parlé en fait de se nourrir des données et d'apprendre sur ces données. En fait, on va distinguer trois types d'algorithmes. Les algorithmes qui ont un apprentissage supervisé, non supervisé et renforcé. Et en fait, on a souvent l'idée qu'il faut beaucoup de données pour nourrir un algorithme, mais pas forcément. Il y a des algorithmes qui sont non supervisés. Il suffit de leur donner des quantités de données pour qu'ils puissent travailler dessus en totale autonomie. Et je voudrais qu'on ait une deuxième grille de lecture, c'est l'objectif de ces algorithmes. Il y a la classification et la régression. La classification, c'est mettre des choses dans des cases, si possible de manière automatique, c'est mon propos. Et puis la régression qui en fait concerne plutôt l'idée qu'on va prédire des choses. Et j'irai même plus loin, c'est qu'on donne aujourd'hui aux machines la possibilité d'être créatif, notamment avec les nouveaux agents conversationnels qui vont vous donner du texte ou des images, voire même de la musique qui n'a jamais existé auparavant. Dans l'apprentissage supervisé, on s'entraîne, c'est-à-dire qu'on va donner des données, par exemple des images de chats, et puis on va donner 200 000, 300 000 images de chats, et la machine va savoir reconnaître un chat. Alors je précise que l'humain est beaucoup plus fort que ça. Vous prenez un enfant de 2 ans, et on ne va pas lui donner 300 000 images de chats pour qu'il puisse deviner ce qu'est un chat. Donc voilà, pour l'instant on a un petit peu de retard par rapport à l'humain, mais voilà, comme je disais, ça dépend dans quel domaine on s'intéresse et on travaille. Je vous ai mis ici, c'est un jeu de données qui est très connu, puisque c'est un jeu de données qui est utilisé de manière scolaire, c'est les chiffres, comment reconnaître les chiffres. Et aujourd'hui, en une ligne de Python, en code Python, on peut réapprendre à reconnaître les chiffres sur des images de 36 pixels par 36 pixels. C'est quelque chose qui est très formaté, et on parle de données structurées dans ce sens-là. C'est un apprentissage supervisé, puisque à chaque image, on va donner l'information à la machine que ce qui est dessiné est un 0, un 1, un 2, un 3, etc. On est dans le domaine de l'apprentissage supervisé. Il y a de l'apprentissage non supervisé, puisque notamment dans le domaine du clustering, alors en anglais le clustering, on pourrait parler de classification, on va mettre des gens dans des cases. Lorsque vous êtes un consommateur sur une grande plateforme
pour ne pas la nommer Amazon, vous allez avoir des suggestions de consommation, et en fait, ce n'est pas vous qui êtes ciblé personnellement, c'est qu'en fait, on vous a mis dans une case, et quand je dis on, c'est une machine qui vous a mis dans des cases, donc l'ensemble des utilisateurs a été mis dans des cases, et en fait, les suggestions sont simplement les consommations qui ont été faites par les personnes de la même case que vous, de la même catégorie que vous. Et donc ça, c'est des algorithmes qui n'ont pas besoin de supervision, c'est de l'apprentissage non supervisé. On y arrive tout simplement mathématiquement en définissant des distances. On va savoir si monsieur un tel ou madame un tel va être distant dans une certaine métrique, dans un certain espace, et on va pouvoir rapprocher. Alors je précise que cette classification, on aurait pu y aller de manière brute. Les informaticiens parlent d'y aller en brute force. On pourrait compter toutes les possibilités. Et là, je vous ai dessiné, lorsqu'il y a 4 individus, déjà vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 possibilités lorsqu'il y a 4 individus. Et j'ai mis juste après les nombres de belles qui correspondent au nombre de possibilités de toutes les partitions possibles, c'est-à-dire de toutes les clusterisations possibles d'un ensemble donné. Si vous regardez la ligne 40, par exemple, vous avez un nombre avec une quantité de chiffres qui est astronomique aussi. Et en fait, là, je suis juste sur 40 individus. Donc vous imaginez Amazon avec ses centaines de millions d'utilisateurs. Supervisé, non supervisé, et puis je vais rajouter la notion d'apprentissage renforcé. Et en fait, par exemple, si on prend les agents conversationnels, on les a renforcés avec un système de récompense. Le système de récompense permet de ne pas se baser simplement sur l'observation statistique de ce qui a été dit sur Internet, et donc de répéter ce qui a été dit sur Internet. Le biais qui est observé sur GPT-1, GPT-2, c'est que l'agent conversationnel avait des gros défauts. Il était raciste, sexiste, misogyne, etc. Et donc il a fallu ne pas reproduire tous ces biais, en tout cas de ce qu'on n'attend pas de l'agent conversationnel. Il a fallu renforcer cet apprentissage, je dirais presque à la main, en disant, voilà, là ce que tu viens de dire, tu as une bonne récompense, et ce que tu viens de dire, mauvaise récompense, pour pouvoir pondérer les réponses possibles de l'agent conversationnel. Donc voilà, les 3 types d'apprentissage, supervisé, non supervisé, et puis on peut ajouter du renforcement. Les données sont si possible structurées, et on le voit qu'aujourd'hui, finalement, le but, c'est de pouvoir travailler sur des données non structurées qui sont plus difficiles à traiter, et c'est le grand pas des agents conversationnels aujourd'hui, c'est que n'importe quel humain, avec son propre langage, peut rentrer quelque chose en entrée et avoir une sortie correcte, c'est-à-dire une réponse à la question, si c'est une question, et même si ce n'est pas une question, en tout cas une réponse qui est plausible et attendue et souhaitable. Selon la capacité de l'algorithme à s'adapter, il y a des algorithmes d'apprentissage statiques et adaptatifs. Si je reprends l'exemple de ChatGPT, on nous avait dit en 2021, attention, toute la conversation que vous allez avoir avec va se limiter à des informations qui ont été prises jusqu'en 2021. Donc, apprentissage statique, c'est finalement ce qui est le plus simple, c'est on va entraîner un réseau de neurones, et ce réseau de neurones va restituer des choses qui sont issues de données sur lesquelles on a appris à un certain moment. Évidemment, ce qu'on a envie de faire, c'est de faire en sorte que la machine puisse s'adapter au fil du temps, et c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, puisque l'agent conversationnel maintenant a la capacité à naviguer sur Internet, donc évidemment à se mettre à jour en continu. L'exemple d'apprentissage non supervisé, j'en ai parlé tout à l'heure, je dirais que le plus connu, peut-être que vous l'avez entendu parler, l'algorithme du KNN, qui se base simplement sur l'idée que, voilà, à partir d'un ensemble de données avec plein de paramètres, on va aller calculer des distances, et ces distances vont nous permettre de rapprocher, par exemple, tel consommateur d'un autre. On va faire des paquets, et à la fin, finalement, on fait qu'une espèce d'optimisation. On va minimiser ce qu'on appelle l'inertie intracluster, c'est-à-dire les distances entre les clusters versus les distances à travers les clusters. Et là, finalement, c'est une routine mathématique qui est assez simple pour arriver à un résultat. Il suffit de dire, tiens, fais-moi 6 clusters sur un ensemble, et l'algorithme va tourner tout seul. Il n'y a pas besoin de lui apprendre quoi que ce soit. Tout est implémenté mathématiquement dans la méthode. Je voulais vous parler de l'algorithme de réduction de dimensions. Ça s'était inventé dans les années 30, et en fait, aujourd'hui, on s'en sert beaucoup. Lorsque vous avez une machine, par exemple, pour de l'imagerie médicale, vous avez un grand nombre de données, mais aussi un grand nombre de paramètres. Et quelquefois, on se dit que ce nombre de paramètres est trop important, donc on va la réduire. Et en fait, on va essayer de projeter d'un grand nombre de dimensions, on va essayer de projeter sur peu de dimensions les informations qu'on a. Là, le dessin que j'ai fait, c'est seulement 2 dimensions. On peut s'imaginer projeter en une dimension. La projection, c'est vraiment une projection mathématique. On va prendre les points et puis on va les plaquer
La question, c'est est-ce qu'on va les plaquer de manière pertinente ou non? C'est comme si vous regardiez une image en 3D, c'est ce qu'on fait tous. En fait, on a une vision 2D d'un volume en 3D. En fait, on projette en 2 dimensions ce qu'on voit en 3. Si vous regardez une table et que vous mettez juste en vue d'hélicoptère, c'est peut-être pas la bonne vue, c'est peut-être pas le bon angle de vue, puisque vous n'allez voir qu'un rectangle, vous n'allez pas voir toutes les propriétés de la table. Et donc l'idée de la réduction de dimension, c'est de réduire en prenant des bons axes, et choisir les bons axes, ça veut dire trouver le bon angle de vue, de telle sorte qu'on perde le moins d'informations possible. Donc en partant d'un espace à 100 dimensions, essayer de le réduire par exemple à 2, et peut-être passer de 100 à 2 dimensions en gardant 98% des informations, ça c'est possible. Et en faisant ça, c'est intéressant, notamment lorsqu'on parle de cybersécurité, on a envie de détecter des phénomènes qui sont anormaux. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal? Eh bien, en réduisant on va dire le nombre de dimensions dans la projection de ce qu'on fait, on va être capable plus facilement de voir, même à l'œil nu. Vous voyez les points rouges. Dans la première disposition, on ne voit pas s'ils sont anormaux ou pas. Si on projette et on va aller regarder l'erreur de reconstruction, et là, ça va être facile de voir qu'il y a des points qui sortent, des points anormaux, et statistiquement, c'est quelque chose qu'on a envie de pouvoir automatiser, évidemment. Les algorithmes peuvent générer des modèles, par exemple les modèles gaussiens, on a envie de deviner si on a des gaussiennes qui sont derrière les présentations. Et puis les apprentissages supervisés, en fait, on pense surtout aux algorithmes liés au réseau de neurones. Et en fait, penser qu'il y a un réseau de neurones, c'est comme la régression linéaire qu'on a appris au lycée ou au collège. On a un nuage de points, on a envie de savoir s'il n'y a pas une droite qui passe au plus près de ces points. Et finalement, un réseau de neurones, ça marche un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'en entrée, vous avez les abscisses. Et en ordonnée, on va vous faire une prédiction. C'est-à-dire qu'à partir du nuage de points, on trace la droite. Éventuellement, la droite, on va la pousser un tout petit peu plus loin. Et ChatGPT, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va prendre une entrée qui n'a jamais existé. Elle va vous donner une sortie qui n'a jamais existé non plus. Mais c'est juste une projection. En fait, on appelle ça une régression. Ça permet de faire des prédictions donc, pas forcément linéaires. Linéaire, c'est la version la plus facile du réseau de neurones. Mais justement, un neurone artificiel, ça permet de faire de la régression linéaire. Les forêts aléatoires, alors oui, les forêts aléatoires, si on parle de données structurées, souvent on pense à des tableaux. Mais en fait, il n'y a pas que des tableaux, il y a aussi des raisonnements qui sont plus intéressants, plus pertinents lorsqu'ils sont sous forme d'arbres de décision. Je ne sais pas si tout le monde a joué à Akinator dans sa jeunesse. On pose une question et puis la machine et le petit personnage va deviner à quel mot on pense en peu d'étapes. Et en fait, si on a choisi le bon arbre de décision, en 3, 4, 5 étapes, on va réussir à deviner à quel mot vous pensez. C'est assez surprenant, c'est assez spectaculaire, puisqu'on a des milliers, des centaines de milliers de mots dans le vocabulaire. Et en fait, en choisissant le bon arbre, on arrive assez rapidement, sauf si, alors moi je l'ai testé la semaine dernière, j'ai un peu triché, je l'ai fait tourner en bourrique, mais ça c'est parce que je connais déjà le mode de fonctionnement. Mais voilà, on a des arbres, et puis il y a des techniques, on fait des moyennes d'arbres, on arrive à des choses assez sophistiquées comme ça. Le réseau de neurones, en fait, là, ce que je vous montre, c'est la modélisation d'un neurone artificiel. Un neurone artificiel, on met quelques entrées, on a une sortie, et en fait, c'est très très simple. Mathématiquement, on va faire des additions, des multiplications, et à la fin, on va sortir un nombre. Alors, c'est un petit peu étonnant de construire un agent conversationnel à partir de cette brique-là. Mais en fait, si. Déjà, le texte, c'est très facile de le transformer en nombre. Vous prenez du texte, tout le monde a joué à ça aussi. Le A, on va dire que c'est 1, le B, c'est 2, etc. Donc, c'est très facile de transformer un texte en une collection de nombres, nous on appelle ça des vecteurs. Et finalement, une image, c'est aussi assez facile de transformer ça en un vecteur. Et une image, chaque pixel, on va lui associer une quantité. Si c'est des couleurs, on a une manière de le faire. Si c'est du noir et blanc aussi. Et donc, tous ces neurones, on va essayer de les organiser. On appelle ça des couches de neurones. Et c'est pour ça qu'on parle de deep learning. En fait, le deep learning, c'est simplement cette technique particulière des réseaux de neurones. On va prendre beaucoup de couches de neurones et on va essayer de mimer le fonctionnement de l'humain, où l'humain, éventuellement, il va d'abord regarder les formes, il va regarder les mouvements, et on va décomposer comme ça la perception de l'image. Si on parle d'image et le texte, en fait, ça marche aussi. Et on arrive à des choses très performantes, puisque en termes de reconnaissance d'image, maintenant, on sait reconnaître n'importe qui dans un environnement sombre, avec une casquette, des lunettes. La machine le reconnaît en un instant. Et aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup d'IA générative, les IA génératives qui permettent de générer du texte, des images. Évidemment, on peut se demander à quel point on ne va pas être inondé de mauvaises informations si les auteurs sont mal intentionnés. Est-ce que je ne peux pas terminer? Une toute petite minute. Donc, les applications en cybersécurité,
détecter des anomalies. En fait, avec toutes ces machines, on sait détecter facilement, plus ou moins facilement des anomalies. Faire de la reconnaissance d'image, ça permet aussi, par exemple, de savoir si un produit qui vous a été vendu avec un composant électronique a été falsifié. Donc, vous allez passer à une reconnaissance d'image, justement, et le réseau de neurones qui aurait été bien entraîné va pouvoir vous dire si votre composant a été peut-être truqué. Vous voyez, la validation d'un composant électronique, condition évidemment d'avoir les bonnes machines pour aller traiter ces images. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Détection, simulation et une petite image générée par une intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais proposer de passer la parole à notre troisième intervenante, Madame Sandrine Turgis, qui va être avec nous sur l'écran. Alors, bonjour, merci, et je voulais commencer par remercier Stéphane Taillard. Merci pour l'invitation à présenter mes recherches dans le cadre de ce colloque. Et saluer Didier, la recherche sur la guerre hybride dont il était question tout à l'heure. C'est une recherche qui est co-dirigée avec Didier et Stéphane et puis une collègue juriste, Mélanie Dubuis. Alors, je vais vous parler, moi, en tant que juriste, des données des réfugiés et des déplacés comme ressources stratégiques. Et je vais commencer par effectuer quelques précisions terminologiques. Donc, en guise d'introduction, eh bien, ces réfugiés, ils sont définis par une convention qui a été adoptée en 1951, la Convention sur le statut des réfugiés, et qui précise qu'un réfugié doit répondre à certains critères pour pouvoir prétendre à la protection. Il faut qu'il annonce ou qu'il avance un risque de persécution pour des motifs restreints, identifiés, tels que ses opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social. Et même si ces définitions n'ont pas changé, on voit qu'il y a eu des interprétations qui permettent de protéger finalement un grand panel de personnes aujourd'hui, mais ce sont quand même des motifs restreints pour pouvoir bénéficier du droit d'asile tel qu'il est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et par conséquent, au regard de ces motifs restreints, eh bien, se pose la question de savoir si les exilés de guerre peuvent être des réfugiés de guerre. Et finalement, ils ne sont pas protégés en tant que tels par la Convention 1951. Ils le sont notamment dans l'instrument africain. Il y a une convention de l'Union africaine qui a été adoptée en 1969, qui régit les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et qui, elle, du fait des spécificités du continent africain, entend le réfugié aussi comme une personne ayant fui son pays, notamment du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public. Donc, une définition plus extensive. Alors, même si le réfugié ne peut pas être pris en compte en tant que tel par la Convention de 51 en tant que réfugié de guerre, les réfugiés ou exilés de guerre ukrainiens bénéficient dans le cadre, alors notamment de l'Union européenne, d'un régime qui s'appelle la protection temporaire. C'est un régime qui avait été adopté en 2001 et qui n'a été mis en œuvre que pour la première fois qu'en 2022, suite à l'agression de l'Ukraine par la Russie, et qui bénéficie aux exilés de guerre ukrainiens. Alors, toutes ces spécificités pour vous dire que c'est vrai que sous le terme de réfugié, finalement, on peut englober plus largement, mais on voit qu'il faut aussi rentrer dans le statut. Et les déplacés, ce sont notamment ce qu'on appelle les déplacés internes. Ils ont fui des conflits, mais ils ne vont pas franchir les frontières. Ils se réfugient dans une autre partie de leur état d'origine pour fuir le conflit. Quoi qu'il en soit, réfugiés, exilés, déplacés internes, eh bien, pour toutes ces personnes qui fuient les conflits, on va pouvoir avoir des données qui vont pouvoir soit les protéger, soit les mettre à risque, avec des acteurs qui peuvent être des acteurs identiques de leur protection. Je pense notamment au HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui est une agence de l'ONU, qui est dédiée à cette question et qui va, dans son action de protection, générer beaucoup de données. Alors, pour présenter les enjeux, je vais d'abord essayer de préciser la diversité de la provenance des données. Ensuite, dans un deuxième point, évoquer la question de la valeur stratégique de ces données et la protection de la sécurité des données. Alors, concernant la diversité de la provenance des données des réfugiés et des déplacés, je vais me permettre de faire une petite référence à une recherche collective que j'avais initiée en 2017, qui avait donné lieu à une journée d'études. Il y a un ouvrage qui s'intitule « Les données numériques des migrants et des réfugiés sous l'angle du droit européen ». Le point de départ, c'était de faire un rapprochement entre les empreintes de pas qui accompagnent les drames de la migration et de l'asile, notamment au bord de la mer Méditerranée, et les empreintes numériques, et d'identifier comment étaient créées ces empreintes numériques et
ou jusqu'à quel point il y a une protection des données. Donc dans ce cadre-là, ça permet notamment d'identifier que ces données des réfugiés et des déplacés, elles sont générées par eux-mêmes. Ils ont des pratiques numériques, même s'il y a des fractures numériques qui peuvent exister, ils utilisent aussi le numérique, et puis ils vont avoir un usage du numérique pour rechercher l'asile, dans le cadre de la migration, pour préparer en fait cet asile, ce déplacement. Dans le déplacement lui-même, le téléphone portable sert de boussole, sert de lien avec les proches, et puis dans l'installation. Mais cette pratique des réfugiés qui génère des données, ou qui consiste à utiliser des données pour se repérer, elle se cumule avec d'autres générateurs de données, si on peut s'exprimer comme ça, notamment aux frontières. Alors, on a des smart borders qui se sont mis en place ici et là, et l'Union européenne, par exemple, n'est pas en reste. Nous avons des caméras, des drones, des senseurs, l'exploitation d'images satellites par l'intelligence artificielle pour surveiller ces frontières, qui vont là aussi surveiller les déplacements des migrants et des réfugiés. Et puis, on voit aussi que ça se cumule avec la multiplication de grandes bases de données. Alors, pour donner un exemple européen, dans le cadre de l'Union européenne, on a une base de données qui s'appelle Eurodac, qui va servir à mettre en place, à appliquer le règlement de Dublin, qui fixe la règle selon laquelle l'État qui doit examiner la demande d'asile d'un réfugié entrant sur le territoire de l'Union européenne, c'est en principe l'État de première entrée. Donc, l'empreinte digitale des réfugiés est enregistrée par l'État de premier asile, et ça permettra de savoir qui est responsable. Et cette base de données, elle n'est pas prête. Elle a beaucoup évolué. Je vais en reparler tout à l'heure par rapport aux autorités de police. Mais on voit aussi qu'il y a une augmentation des réfugiés concernés. Par exemple, en 2024, vient d'être adopté un nouveau pacte européen sur la migration et l'asile. Et vont être entrés dans cette base de données maintenant les enfants, non plus simplement de 14 ans, mais même de 6 ans, présentés comme une protection pour eux, pour éviter aussi qu'ils tombent dans les mains de trafiquants ou qu'on perde leurs traces lors de la migration, mais qui posent aussi des questions de protection de leurs données. Alors, ces données sont aussi générées au-delà des frontières par les organisations internationales, les organisations non gouvernementales ou les associations dans leur mission de protection et d'assistance. Deux exemples, le HCR, donc ce Haut Commissariat aux réfugiés, a adopté une stratégie sur les données et il a des grandes bases de données. Donc, la base de données qui regroupe ces autres bases de données s'appelle PRIMES et actuellement, il y a maintenant 10 millions de personnes. Il y en avait déjà 9 millions en 2021. Plus de 80 États dans le monde sont concernés, des missions dans 80 États, dans lesquels vous avez ces données qui vont être des données, donc empreintes digitales, forme du visage et iris, qui sont enregistrées à l'entrée du camp de réfugiés pour protéger le réfugié jusqu'au règlement final de sa situation. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il obtienne un statut de réfugié ou qu'il retourne en toute sécurité dans son état d'origine. Et ces données utilisées pour la protection dans le cadre du HCR, elles vont pouvoir servir à d'autres programmes onusiens, par exemple le programme alimentaire mondial, pour au quotidien fournir cette aide alimentaire. Et bien, dans le cadre d'un projet appuyé sur la blockchain, le réfugié va, à l'aide du scan de son iris, pouvoir bénéficier de l'aide alimentaire mondiale. Ces données du HCR, données finalement à caractère personnel des réfugiés, se cumulent avec des données communautaires par rapport à l'ensemble des réfugiés présents dans le camp, et puis des données de fonctionnement du HCR pour l'approvisionnement, par exemple, et la gestion de ses propres stocks. Et autre exemple de l'utilisation de ces données dans le cadre de la protection et l'assistance, le Comité international de la Croix-Rouge a aussi ouvert ses services aux migrants et réfugiés, notamment dans le cadre du rétablissement des liens familiaux, de projets Family Links ou Trace the Face de la Croix-Rouge. Ce sont des applications qui permettent à une personne ayant perdu la trace d'un proche pendant la migration, à l'aide du visage, d'essayer de retrouver sur l'application ce proche disparu. Et donc on voit dans tous ces cadres-là qu'on a des données biométriques de façon importante et une expansion des données biométriques des réfugiés en matière. Alors, quelle est la valeur stratégique de ces données? Si on regarde du côté des pays destination, des pays d'accueil de ces réfugiés, on voit qu'il y a la volonté de pouvoir se saisir de ces données avec notamment une montée en puissance d'un mélange entre la protection et des enjeux de sécurité.
Par exemple, il y a eu un élargissement des finalités de la base Eurodac que j'évoquais tout à l'heure en 2013 et un accès possible de Europol, qui est l'Office européen de police, et des autorités nationales de lutte contre le terrorisme et la criminalité grave pour des données qui au début étaient des données simplement pour l'asile qui vont finalement être utilisées dans une démarche de suspicion. L'interopérabilité renforcée dans le cadre de l'Union européenne ajoute un nouvel élément en la matière. Mais il y a une autre utilisation qui est aussi une utilisation qui peut être faite par les réfugiés eux-mêmes. Alors, devant les autorités de l'asile, devant les autorités, ces données vont pouvoir être présentées comme des preuves numériques, de la documentation numérique. On sait que c'est un enjeu aussi maintenant devant la Cour pénale internationale pour la documentation des crimes et du droit pénal international. Eh bien, ces données vont pouvoir être soumises par le demandeur d'asile. Pour établir le risque de persécution, il va faire état d'articles de journaux en ligne, de sa présence sur des réseaux sociaux, d'images, de vidéos qu'il a prises et qu'il transporte dans son téléphone portable auquel il accède en ligne éventuellement pour documenter qui il est et les craintes qu'il présente. Mais elles peuvent aussi être utilisées par initiative des autorités nationales. Donc les autorités nationales, par le biais des techniques d'OSINT, vont regarder quelle est l'activité des réfugiés en ligne, du demandeur d'asile en ligne pour établir son profil et éventuellement, dans certains États, il y aura une fouille numérique des téléphones portables et autres ordinateurs, que ce soit à la frontière ou lors de la demande d'asile, pour vérifier quelle est l'adéquation du profil numérique du demandeur d'asile avec sa demande. Et là, on voit qu'il se pose la question de l'intégrité de ces données. Est-ce que les données qu'on constate, qu'on voit en ligne, sont bien des données qui sont des données crédibles ou est-ce qu'elles sont elles-mêmes manipulées ? On a aussi, alors cette question se prolonge par rapport à ces conflits contemporains. Et là, on a des enjeux par rapport à l'état d'origine et aux parties au conflit. Ces données, à ce moment-là, sont des données, les données des réfugiés sont des données à caractère personnel. On les qualifierait aussi de données sensibles. Et on sait qu'il y a une exigence de confidentialité de ces données, notamment à l'égard de l'État qui fuit le demandeur d'asile, y compris d'ailleurs l'existence même de la demande d'asile, si elle est refusée. Mais c'est aussi un enjeu important pour les exilés de guerre par rapport aux autres parties au conflit. Et ici, on peut identifier qu'il y a des exemples de brèches, d'intrusions. En 2019, l'ONU, il y a intrusion dans les serveurs de l'ONU qui touchent notamment les serveurs du HCR. En 2021, une question de protection des données avec le HCR et le Bangladesh qui avaient récolté les données de Rohingyas, réfugiés mais qui va partager ces données, qui vont partager ces données avec le Myanmar. Ou en 2022, autre illustration, cette fois-ci une intrusion, une cyberopération menée contre le CICR, alors qui est découverte en 2022, et le CICR annonce que plus de 500 000 données sont concernées, 500 000 personnes, dont les données sont concernées, et parmi eux des migrants et des réfugiés, et ce sont les sites de rétablissement des liens familiaux que j'évoquais tout à l'heure qui sont concernés, donc des données biométriques. Et à quoi vont pouvoir servir ces données, au-delà de l'identification de l'opposant politique, par exemple? Eh bien, ça va permettre aussi, en cas dans ces nouveaux conflits, de prévoir les déplacements, d'identifier la localisation des réfugiés et des déplacés. Donc, une identification, une prévision individuelle, une prévision collective. Alors, pour quel objectif? Pour les protéger, pour les cibler, pour les instrumentaliser. Alors, les protéger, les cibler, les instrumentaliser à partir de leurs données, ou alors aussi à partir de données manipulées. C'est-à-dire que là, ils vont, à partir de données qui seront soit des données en open data dans les mains de tiers ou d'autres données manipulées, effectuer des choix, ces réfugiés et ces déplacés, qui seraient inappropriés, qui pourraient les mettre à risque. Et dans le cadre de ces risques, ils vont éventuellement, il va y avoir une perte de confiance de ces bénéficiaires dans les acteurs de leur aide. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un risque pour leurs données, ils sont conscients des risques pour leurs données éventuellement, cumulé avec une manipulation d'informations. Ceci va pouvoir conduire d'abord à une déstabilisation des acteurs de l'aide des réfugiés, mais aussi à ce que les réfugiés n'aient plus confiance dans ces acteurs de l'aide et effectuent de mauvais choix. Et là, on voit qu'il y a un cumul des vulnérabilités pour les réfugiés déplacés, qui sont déjà dans des situations particulièrement dramatiques, mais qui vont se retrouver avec une insécurité en lien avec leurs données et qui ajoutent une insécurité pour leur vie, pour leur survie. Alors, quelles sont les règles ou les éléments qui encadrent et qui protègent la sécurité et qui assurent la protection de la sécurité des données? Quelques éléments.
Ici, on a des vulnérabilités et des risques qui sont accrus par l'urgence. On voit qu'il y a des nœuds de vulnérabilité quand on lit les différents examens qui ont été faits des systèmes d'information dans lesquels on retrouve les données des réfugiés. Le HCR a adopté une politique sur la privacy en 2015. C'est pas pour autant qu'il y a eu, donc après, confronté au scandale relatif au partage des données avec le Myanmar, il a expliqué que les réfugiés avaient donné 2 consentements, un consentement au relèvement de leurs données, à la collecte des données, et puis un consentement au partage avec l'État d'origine s'ils le souhaitaient, revenir dans cet État d'origine, ce qui n'a pas mis fin à toute la polémique. Et puis le HCR, pour essayer de prendre un nouveau souffle, a adopté en 2022 une stratégie de transformation digitale dans laquelle il insiste sur la dimension de la cybersécurité de son mandat et la dimension aussi de protection envers les réfugiés dans l'environnement numérique. C'est-à-dire que cette protection, elle serait aussi liée aux réfugiés et aux déplacés, qu'on va sensibiliser, former, leur partager des bonnes pratiques. Il faut par contre garder un œil attentif à la question pour que ce ne soit pas un report de responsabilité sur ces réfugiés. Le HCR bénéficie de privilèges et d'immunités de l'ONU, ce qui doit protéger ses propres données, mais qui ne bénéficie pas à ses sous-traitants qui sont nombreux. 2 autres points avant de passer rapidement à la conclusion. Le CICR, de son côté, suite à la découverte de l'intrusion dans ses serveurs, plaide maintenant pour la création d'un emblème numérique comme composante de sa cybersécurité. Il bénéficie d'un emblème distinctif reconnu par le droit international humanitaire qui permettrait à ce moment-là d'identifier les données, les infrastructures et se pose la question de la faisabilité et de l'efficience d'un tel emblème numérique. Et on voit aussi, point intéressant, l'émergence d'ONG qui se spécialisent dans la cybersécurité des acteurs humanitaires. Elles sont de plus en plus présentes dans l'environnement international. Alors pour conclure, on peut faire aussi un lien entre la question de peut-être basculer aussi de la question de la donnée à la question de la manipulation d'informations en ce qui concerne les réfugiés. Dans les conflits contemporains, on voit qu'il y a des campagnes de manipulation d'informations qui visent notamment les Ukrainiens bénéficiaires de la protection temporaire dans les États membres de l'Union européenne, y compris la France. Alors ces campagnes de manipulation attribuées explicitement à la Russie par Viginum en France par exemple ou le ministère des Affaires étrangères vise à déstabiliser les États accueillants et crée aussi de nouveaux risques pour les réfugiés. Donc là, ça fait un écho à ces questions des menaces hybrides qui finalement suivent les réfugiés dans leur déplacement et dans les cas d'accueil, forcent leur vulnérabilité et qui ne s'en sortent pas, y compris au-delà de la frontière, sur les risques qui les accompagnent dans l'environnement numérique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup tout le monde. J'aimerais remercier nos participants, pardon, nos panélistes, donc Monsieur Didier Danet, Monsieur Maxime Nguyen et Madame Sandrine Turgis. Merci énormément pour vos apports, c'est très très intéressant. Merci. Merci à vous. Merci.